Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue ici à Libreville pour ce cadre d'échange. Et le thème sur lequel nous allons avoir échangé cet après-midi est assez évocateur. Il s'agit des relations entre la France, l'Europe et l'Afrique. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. J'ai plutôt deux contributions. Je voudrais saluer le nouveau bénévolat de la France dans les relations France-Afrique, comme vient de nous le préciser M. Giraud, mais je ne pense pas que le SIAM est philanthrope, et donc ce n'est pas du bénévolat. Il y a des intérêts. La première chose, je voudrais lever l'équivoque de la responsabilité sociétale des entreprises. Je suis membre de la société civile, j'ai travaillé comme cadre supérieur dans le secteur portuaire et maritime et j'ai démissionné il y a 12 ans. De 12 ans à maintenant, j'ai quitté le secteur portuaire. Le secteur portuaire est entre les mains d'un seul opérateur économique et qui aggrave aujourd'hui la cherté de la vie. Est-ce que la France a conscience que les prochains défis en termes de conflits qui pourraient rendre difficile la vie de nos amis français en Afrique résidera sur deux choses? Les monopoles déguisés, pour prendre l'exemple du secteur portuaire. La deuxième chose, les 13 000 milliards logés et qui pourront être la prochaine cible de Boko Haram pour faire justifier les dégâts contre les Français. Alors cette question s'adresse à l'ancien Premier ministre pour que la France commence à réfléchir sur une nouvelle forme, voir comment ces 13 000 milliards peuvent effectivement développer les travaux de transformation structurelle. Vous avez parlé des trains, vous avez parlé de routes, il vaut mieux ça, parce que sinon vous continuerez à avoir des bateaux pleins, la preuve 55 ans de relations, pour ne citer qu'un seul opérateur économique qui est Bolloré, il n'y a aucun Africain dans les navires au long cours. Et pour terminer, si vous permettez... On a précisé une question par personne, parce que non, je suis obligé de vous interrompre. Non. Pour terminer, sur la responsabilité sociétale... S'il vous plaît, cher monsieur, une question, s'il vous plaît. D'accord, alors sur la responsabilité... Je ne poserai pas la deuxième, monsieur, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, je vous en prie, s'il vous plaît. Merci. Vous parlez de la mauvaise gérance des gouvernants africains et de l'opportunité que ces gouvernants n'ont pas pu saisir après le discours de M. Hollande à Dakar. Mais pensez, lorsqu'on parle de partenariat, forcément on voit un partenariat gagnant-gagnant entre la France et l'Afrique. Mais pensez-vous que depuis 55 ans, ce partenariat est vraiment gagnant-gagnant? Est-ce que vous le pensez vraiment? Parce que si vous dites que les gouvernants gèrent mal, c'est parce que depuis les 55 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est cette même République française et ses dirigeants qui font en sorte que ces mêmes mauvais gérants soient toujours là, parce que ça a leur profit. Et lorsque M. Étienne Giraud rebondit sur le fait que le partenariat il est gagnant-gagnant, parce qu'aujourd'hui, ils mettront en place un système sur la formation, peut-être parce qu'il a constaté qu'aujourd'hui, ils ont trop gagné, il faut qu'ils nous donnent un peu. Ok, ça je comprends. Mais, Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez que ces gouvernants peuvent vraiment faire changer quelque chose alors que la République française et ses dirigeants sont de connivence avec eux? Je vous remercie. Ma question s'adresse au ministre. Il a parlé de vision 2030. Ici, au Gabon, dans notre pays, nous avons la vision 2025. La question, c'est au niveau des termes même de l'émergence, en fait. Et M. Focam disait, en fait, c'est un terme qui est creux. M. Focam, c'est justement le concepteur de Afriland First Bank et le créateur aussi de Vox Africa, si j'ai bonne mémoire. Et pourquoi tous ces pays africains ont ce concept-là? Pourquoi ne pas parler, comme il disait, de prospérité? Afrique développée en îlot de prospérité. Pourquoi importer ce concept? Pourquoi avoir exporté ce concept et cette vision? La question du monopole déguisé. Et je crois que notre ami qui a posé la question est allé droit au but. Il estime que, concernant le domaine maritime, le groupe Bolloré a un monopole sur l'ensemble, ou bien la plupart des ports, notamment en Afrique francophone.
C'est une question qui dépasse et de loin le continent africain. C'est une question qui se pose dans beaucoup de secteurs à travers le monde et qui n'a donc pas de réponse facile. On voit par exemple en France de plus en plus les mêmes acteurs acheter les uns après les autres, télévision, journaux, et avoir une sorte de monopole médiatique. Est-ce que c'est satisfaisant pour le citoyen? Non, c'est inquiétant. Donc, je partage la préoccupation qui peut exister dans tel et tel secteur sur des monopoles déguisés. Ça participe des questions que les gouvernements africains doivent se poser et des réponses que collectivement les démocraties africaines doivent se poser. Est-ce que c'est aujourd'hui une question qui s'adresse au gouvernement français? Je n'en suis pas sûr, à la vérité. Ça participe de la souveraineté africaine quand, dans le secteur pétrolier, il y a des situations qui ne sont pas satisfaisantes, il y a de nouvelles réglementations qui sont prises, de nouvelles législations qui sont passées. Voilà, les intervenants économiques français doivent s'accommoder de la souveraineté et des législations africaines, aux Africains de déterminer quels sont les monopoles ou les non-monopoles qu'ils souhaitent mettre en place et ouvrir le plus possible leur économie. Ça participe d'un choix démocratique pour chaque État. Ce n'est pas le problème aujourd'hui du gouvernement français. Sur la zone franc, je crois vraiment, et je suis sincère, que le problème, ce n'est pas Paris. Le problème, c'est nous-mêmes. Peu de gens le savent, mais vous savez que le Cambodge, le Laos et le Vietnam étaient dans la zone franc. En 1950, après la conférence de Pau et la conférence de Paris, ces trois États ont décidé souverainement de créer leur monnaie et de garder de bonnes relations avec la France. Paris n'a pas refusé. La Tunisie prend son indépendance en mars 1956. En décembre 1956, la Tunisie décide de prendre son indépendance monétaire et de garder de très bonnes relations avec Paris. Ça s'est toujours bien passé. Paris n'a pas refusé. Le Maroc, 1959. Le Maroc prend son indépendance et le Maroc décide d'assumer son indépendance monétaire et de garder de bonnes relations avec Paris. C'est ce qui s'est fait. 1962, l'Algérie, les accords d'Évian. L'Algérie décide de prendre son indépendance monétaire et de garder de bonnes relations avec Paris. Ça s'est fait. Pourquoi nous n'arrivons pas? C'est là la question. Pourquoi nous n'y arrivons pas? Et moi, ce que je propose, comme je suis contre la balkanisation monétaire, c'est pas que le Togo tout seul, le Gabon tout seul, le Tchad tout seul crée sa monnaie. Je dis, profitons des acquis de l'intégration régionale pour faire des avancées qualitatives du point de vue de la gestion de notre monnaie. Qu'on ait une monnaie plus en phase avec les fondamentaux de nos économies. C'est ça. Donc je crois que de façon tout à fait dépassionnée, nous pouvons, avec nos partenaires français, évoluer vers ce qui nous semble être notre destin commun. Et ça me conduit à la deuxième réponse. Pourquoi est-ce que nous parlons tous d'émergence et est-ce que c'est un concept creux? Non. Ce qui a changé entre aujourd'hui et il y a 55 ans, c'est la donne démographique. Moi, j'appartiens à un pays, le Togo, dont la population double tous les 25 ans. C'est-à-dire que les 3/4 de la population togolaise ont moins de 35 ans. 40% de la population togolaise a moins de 15 ans. Et le taux de croissance démographique est de 2,8% par an. Ça veut dire que c'est une population qui double tous les 25 ans et que si en face, rien n'est fait en matière d'infrastructure, en matière de création d'emplois, en matière de renouvellement des formes de citoyenneté, en matière de création d'entreprises au sens large, pour nos jeunes, aucun de nos gouvernements ne pourra survivre. C'est aussi simple que ça. Nous n'avons pas le choix. Okay. Donc l'émergence n'est pas une question creuse, c'est que nous n'avons plus le choix. Il faut que nous inventions ensemble un avenir commun parce que nos jeunes n'accepteront pas de mourir en silence au Togo. L'émergence, puisqu'on en parle, c'est une volonté, c'est une accélération rendue nécessaire par la pression du développement. Donc, il faut que nous nous y engagions parce que c'est une nécessité
par laquelle nous devons évidemment passer. C'est une volonté, c'est une accélération, ce n'est pas un propos creux. Alors, je voudrais en 2 mots parler de Boko Haram. Je suis un peu surpris. Le terrorisme, nous le savons, est un phénomène majeur, douloureux, qui endeuille des milliers de familles. Je pense qu'il faut en parler toujours avec mesure, avec raison. On ne peut pas, dans un débat comme celui-ci, balancer Boko Haram, menacer de Boko Haram parce qu'il y a tel ou tel sujet qui doit être réglé, tel ou tel problème qu'il faut résoudre. Boko Haram fait partie des défis de notre siècle, des défis du moment qui nécessitent évidemment, et je reviens toujours au partenariat, qui nécessite un partenariat entre tous, où nous sommes tous concernés, opérateurs économiques, sociétés civiles, médias. Donc j'en appelle un peu à la mesure lorsqu'on aborde ces propos du terrorisme et qu'on les amalgame avec d'autres aspects. Je viens du Cameroun. Je vais commencer par le questionnement que M. Ndomche a eu au départ, en évoquant les différents complexes. Parce que je vais le lier à ce que mon ami Kako a cité comme le dernier avatar de la colonisation. Et je pense que la monnaie, le franc CFA, n'est pas le dernier avatar de la communication, pardon, de la colonisation. Mais l'avatar le plus pernicieux, c'est la langue. On ne peut pas l'évacuer. D'autant plus que nous savons très bien que toute langue porte une vision du monde. Et quand vous parlez la langue d'autrui, vous pensez dans la langue d'autrui, vous mangez en utilisant la langue d'autrui, il devient difficile d'évacuer ce que Ndomche a appelé le complexe. Parce que quand vous parlez la langue, vous avez une conception du rôle de chacun dans la société. Je voudrais me focaliser sur le thème qui est ici, 50 ans après les indépendances, un nouveau partenariat. 55 ans. Je voudrais poser la question à M. Dominique de Villepin. Est-ce qu'il est véritablement possible de tisser un nouveau partenariat entre la France, l'Europe et l'Afrique? Lors d'un voyage du président Ali Bongo à Paris, il disait ceci, je cite, « La France et le Gabon sont obligés de communier ensemble parce que les intérêts qui lient les deux peuples sont au-dessus de l'entendement humain. » Et on remarque au Gabon, on remarque généralement ici même en Afrique, que lorsque un président veut prendre des initiatives, lorsqu'il veut se démarquer, il y a souvent des problèmes qui s'en suivent. Je veux véritablement poser la question encore à M. Dominique de Villepin. Est-ce que la France a véritablement pris la décision de laisser les Africains avancer et donc de tisser un véritable nouveau partenariat? Parce que quand on parle de nouveau partenariat, c'est qu'il y a eu un ancien partenariat. C'est qu'il y a un partenariat qui existe dont on n'en veut plus. Je vais demander à M. de Villepin et les deux Africains qui sont assis. C'est que, est-ce que vous êtes sûr qu'un développement sérieux peut subvenir en Afrique tant que, d'abord, au niveau des constitutions des États africains, francophones d'ailleurs, il y a déjà des lacunes. C'est des constitutions importées de la France. Est-ce que c'est adapté d'abord à ces peuples africains? Il faut commencer par là. C'est la loi fondamentale de tous les pays. Tout ça, c'est importé de la France. Imaginons un pays comme le Bénin, comme moi, où nous avons un multipartisme intégral. Chacun, quand il veut négocier quelque chose avec un président, il va créer son micro-parti. Pour aller négocier, il devient ministre ou bien il devient député. Pour sa propre maison. Comme ça, on veut quel développement?
Je vous demande si vous êtes vraiment sûr, s'il ne faut pas aller nettoyer la base. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci. Je pense qu'on va donner la parole à Chantal de Transparency International et ce sera la dernière intervention avant que nous ne laissions les panélistes répondre aux questions. La question est adressée à M. de Villepin. Vous savez certainement que l'Europe et l'Afrique ont passé des années à négocier un partenariat qui, pour le moment, est bloqué. Les discussions sont bloquées. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Pourquoi ce blocage sur le partenariat? Parce qu'on réfléchit ici sur est-ce qu'un nouveau partenariat est possible, mais il y a une discussion en cours. Et maintenant, elle est bloquée. Pourquoi elle est bloquée et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour la débloquer? Et vous avez aussi dit que vous êtes probablement en France isolé par rapport à, si j'ai bien compris, par rapport à comment s'adresser aux questions de sécurité ou d'insécurité. Je ne sais pas si j'ai compris ce que vous ne pensez pas être la bonne chose, mais vous n'avez pas partagé ce que vous pensez qu'il faudrait faire. Néanmoins, les questions ont tourné autour du partenariat. Quel est le partenariat que nous avons aujourd'hui? Quel partenariat faut-il inventer pour demain? Moi, ma conviction, c'est que nous avons une relation ancienne qui a du bon, du moins bon et parfois du mauvais, je l'ai dit, et qu'il faut sortir de ces relations éparpillées, politiques, économiques, culturelles, qui vont et viennent en fonction des gouvernements, des humeurs, des situations historiques. Et ma conviction, c'est qu'il y a une opportunité aujourd'hui que l'histoire nous offre, qui est la multiplicité des partenaires internationaux intéressés par le développement africain, parce que l'Afrique, aujourd'hui, est pleine de promesses, alors même que l'Afrique connaît aussi d'importants défis. Et ma conviction, c'est qu'il faut dépasser ces défis, le défi de la sécurité, le défi du terrorisme, le défi des migrations, pour transformer tout cela en chance. Et que ça exige une ambition beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des politiques vis-à-vis de l'Afrique. C'est vrai de la France, c'est vrai de l'Europe. D'autres pays en Europe interviennent en Afrique. Mais ces politiques ne sont pas à la mesure du défi auquel nous devons faire face. Nous pouvons continuer à nous plaindre du fait qu'il y a trop d'Africains qui viennent en Europe, nous plaindre du fait qu'il y a des crises africaines qui ont des conséquences pour nous en matière terroriste en Europe. Si nous voulons répondre à la question, il faut que notre intervention en Afrique soit beaucoup plus massive pour changer la donne, et notamment beaucoup plus massive sur le plan financier pour prendre à bras-le-corps un certain nombre de grands projets. Et je pense que le développement de l'Afrique aujourd'hui passe d'abord par le développement des infrastructures. Si nous sommes capables de faire en sorte que pour aller d'un pays africain à un autre, il ne faille plus passer par Paris, mais qu'on puisse aller facilement d'un pays africain à un autre, je pense que tous les Africains sont gagnants. Depuis 55 ans, le monde a changé. Le Gabon a changé, l'Afrique a changé, l'Europe a changé. Nous sommes dans les défis de la mondialisation. C'est pour cela que pour ma part, je crois un partenariat nouveau tout à fait possible. Il s'agit d'en préciser les principes, d'en définir le contenu et d'y travailler. Je pense que, essentiellement, on pourrait, il me reste encore 15 secondes, on pourrait nous attacher à promouvoir la connaissance, être en phase davantage avec les aspirations des peuples, et puis lutter contre les stéréotypes. Parce que dans notre réunion de cet après-midi, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Il faut les évacuer. Il faut les évacuer pour aller vers de nouvelles choses, vers de nouveaux défis, vers un nouvel engagement par rapport à ces défis. La France-Afrique, peut-être qu'on l'enterre ce soir avec Libération. Merci. Merci, M. Essobé. M. Giros, pour vos mots de fin. Je crois que nous sommes à l'ère d'un nouveau partenariat, en tout cas je l'appelle de mes voeux,
Il s'explique, elle est rendue possible par le nouveau contexte d'ouverture de l'Afrique, du multilatéralisme, tout ce qu'on a pu expliquer cet après-midi. Et je crois qu'il faut s'en féliciter. Et il y a eu effectivement pas mal de critiques qui ont été portées cet après-midi, mais il faut s'en féliciter car il y a urgence devant le défi démographique de l'Afrique et les attentes des populations. Nous ne pouvons plus perdre de temps. Et je pense, et ce sera ma conclusion, qu'il ne faut pas perdre de temps dans des vaines querelles, mais il faut tous qu'on travaille ensemble dans le cadre de ce nouveau partenariat qui est beaucoup plus respectueux des droits de chacun, je pense, que par le passé. Et nous sommes tous ensemble dans une course contre la montre et il faut faire vite. Il faut qu'on assume ce que nous sommes. Moi, aujourd'hui, je suis chercheur à l'université d'Oxford, en Grande-Bretagne. Mais quand, dans la rue, j'entends des gens parler français, je me retourne vers eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'appartiens à cette francophonie. Ce ne sont pas des choses qu'on théorise, ce sont des choses qui vous tombent dessus. Ça veut dire que nous appartenons à une destinée collective. Nous n'avons pas choisi. Nous sommes des héritiers, mais nous avons le devoir, en revanche, d'être les gestionnaires du patrimoine de nos enfants. Et je crois que c'est là notre responsabilité. C'est assumer ce que nous sommes, construire les voies d'un partenariat rénové, mais d'un partenariat gagnant-gagnant, un partenariat fructueux. Et dernière chose, soyons pragmatiques. Il y a un proverbe sénégalais qui dit « Il faut apprendre à écouter ce qu'on ne vous dit pas ». Nous n'allons pas réinventer la roue. Regardons comment ceux qui réussissent font. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui leur permet de réussir? Et mettons tout ça dans le génie africain et nous en ressortirons avec quelque chose de grand. Je voudrais dire au peuple gabonais qu'il est un grand peuple. Quelquefois, il a tendance à perdre confiance en lui-même du fait des querelles internes qu'on peut connaître dans tous nos pays. Mais n'oubliez pas que vous avez un message pour notre continent et il faudra être dans les années à venir à la hauteur des espoirs que ce continent porte sur vous. Il ne nous reste plus qu'à remercier les différents intervenants. Et comme on parlait, au public. Et le public bien entendu, comme on parlait de rompre avec les stéréotypes, le Premier ministre de Villepin a parlé justement de ces Africains qui cherchent à tout prix à regagner l'Occident, et M. Essobé aussi l'a parlé. C'est peut-être l'occasion pour moi aussi de dire qu'il faut briser un autre mythe. Très peu d'Africains veulent aller en Occident, et c'est aussi l'une des preuves que le continent a changé. 92% d'Africains immigrent d'un pays africain vers un autre. Donc vous n'avez que 8% qui essayent d'aller ailleurs. Et ils ne vont pas tous en Europe, ils essayent d'aller en Asie, ils essayent d'aller en Amérique. Donc ça, c'est une donnée aussi qu'il faut briser. Laisser croire que ceux qui meurent tout le temps dans la mer représentent la majorité. Ils ne représentent même pas la minorité. C'est très important à le dire. Sur ce, je vous remercie infiniment pour votre attention. On voit bien qu'aujourd'hui, le franc CFA, tel qu'il fonctionne, est plus un frein qu'un levier du développement africain. Et j'ai donné quelques illustrations. Premier élément intéressant, c'est que nous n'échangeons pas entre nous. Nous échangeons tous peut-être avec la France, mais entre nous, nous n'échangeons pas. Or, l'intérêt d'avoir la même monnaie, c'est de faciliter les échanges. Et donc, cette stabilité monétaire de 70 ans, puisque le franc CFA est né en 1945, n'a pas engendré de prospérité réelle. Le volet symbolique de la chose, c'est que nous avons affaire à des gens, c'est-à-dire les gouverneurs des banques centrales, qui sont ce qu'on appelle des adeptes de la neutralité de la monnaie. C'est-à-dire des gens qui pensent que la monnaie n'a aucun impact sur le secteur réel d'une économie. Ça s'appelle des classiques, ça s'appelle des néoclassiques, ça s'appelle des monétaristes. Moi, j'appartiens à l'école de la non-neutralité monétaire. Des gens qui pensent qu'en mobilisant la monnaie, on peut faire émerger la croissance et provoquer le développement. C'est l'aspect symbolique de la chose. Mais ensuite, il y a un aspect réel de la chose. C'est qu'en tant qu'ancien ministre de l'évaluation des politiques publiques, j'ai pu constater que nos États, pour avoir un peu d'argent, sont obligés d'émettre des obligations sur le marché financier régional à 6,5%. 4 points de pourcentage de plus que les taux directeurs des banques centrales qui sont de 2,5%.
Ça veut dire que concrètement, nous risquons un problème de surendettement à terme si nous continuons à lever des fonds à 6,5%, alors que nos banques centrales pourraient nous donner ces fonds à 2,5%. Puisqu'une banque commerciale aujourd'hui peut emprunter à 2,5 auprès de la banque centrale et acheter à 6,5 les obligations des États. Et là, si les banques centrales s'engagent à payer aux États, à reverser aux États le gap entre les 6,5 et les 2,5, je pourrais dire que l'opération est neutre. Mais je ne comprends pas, alors que c'est une délégation de souveraineté des banques centrales, qu'elles se comportent de la sorte comme si on était l'Allemagne. Je comprends que l'Allemagne a une monnaie forte, c'est sa compétitivité se fonde sur la qualité. Mais nous avons une compétitivité qui se fonde sur les prix parce que nous exportons la matière première. Et donc, de ce point de vue, je crois que les banques centrales ne peuvent pas se dédouaner de toute responsabilité par rapport à ce qui se joue actuellement. Je ne dis pas qu'elles sont seules responsables, je ne dis pas que la monnaie est le seul problème, je dis que dans une approche systémique, on ne peut pas avoir un tabou qui serait la discussion sur la monnaie, alors même qu'on nous autorise à penser agriculture, à penser transport, à penser budget. De quoi ce tabou monétaire serait l'expression? La difficulté de la croissance africaine, c'est qu'elle repose d'abord sur les matières premières qui ne sont pas créatrices d'emplois. Il faut donc qu'il y ait l'émergence d'une classe moyenne et des entreprises de transformation qui se créent en Afrique. Et donc si elles peuvent livrer leurs produits en free, en droit de douane libre en Europe, et bien ça fera des marchés pour eux. Donc certes, c'est un pari à prendre, qui est celui de la mondialisation, mais il faut que les Africains le prennent. D'ailleurs, ils sont assez forts et astucieux pour le gagner. Les citoyens, représentés ici par la société civile, ont cette vocation de contrôler l'action du gouvernement. Lorsque ce contrôle n'est plus effectif, nous sommes dans une situation de régime totalitaire, de régime où le peuple est bâillonné. C'est ce genre de dérive que nous dénonçons, où les pouvoirs se comportent de façon arbitraire, où les pouvoirs s'éternisent. Nous sommes comme fondamentalement contre, si vous voulez, ce que nous appelons la durée au pouvoir. En Afrique centrale, de façon générale, la moyenne au pouvoir, c'est 30 ans. Et les régimes sont constitués de familles qui s'éternisent au pouvoir, qui confisquent toute possibilité, toute velléité d'expression démocratique, toute possibilité d'alternance. Nous luttons contre ça. L'Afrique évolue. Les pouvoirs qui pensent qu'ils vont s'accrocher au détriment de la Vox Populi, je crois que ces pouvoirs n'ont plus le lendemain. Le pouvoir est en train de, avec les réseaux sociaux, les communications qui ont évolué, les médias classiques ne sont plus ces médias qui sont regardés. Parce que vous avez suivi, il y a eu un débat sur la télévision nationale. Combien de Gabonais regardent la télévision nationale? On est sur Vox Africa, on est sur les autres, on est sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. C'est là où les débats se font. Et c'est le lien avec toutes les populations. La révolution est en train de se faire. Ça a commencé dans certains pays comme le Burkina, comme le Sénégal et autres, mais c'est en train de venir en Afrique centrale. Donc tous ces pouvoirs vont être balayés. On ne peut pas nous faire des recommandations à la suite des débats parce qu'ils sont contradictoires. Donc on a des gens de droite, de gauche, des gens qui sont pour le gouvernement, d'autres qui sont contre. C'est pas à nous de faire la synthèse entre tout ça. On ne va pas se mêler de ça. Ce qu'on espère, c'est que la parole libérée joue un rôle pédagogique auprès de l'opinion en montrant que dans les conditions qui sont les nôtres, c'est-à-dire respect de celui qui n'est pas d'accord, on réunit des gens qui ne sont pas d'accord et on les oblige à se respecter. Alors, ils le font volontiers souvent, hein. Et ça c'est une très bonne pédagogie, je pense. De créer leur monnaie et de garder de bonnes relations avec la France. Paris n'a pas refusé. La Tunisie prend son indépendance en mars 1956. En décembre 1956, la Tunisie décide de prendre son indépendance monétaire et de garder de très bonnes relations avec Paris. Ça s'est toujours bien passé. Paris n'a pas refusé. Le Maroc, 1959. Le Maroc prend son indépendance et le Maroc décide d'assumer son indépendance monétaire et de garder de bonnes relations avec Paris. C'est ce qui s'est fait. 1962, l'Algérie, les accords d'Évian. L'Algérie décide de prendre son indépendance monétaire et de garder de bonnes relations avec Paris. Ça s'est fait.
Pourquoi nous n'arrivons pas? C'est là la question. Pourquoi nous n'y arrivons pas? Et moi, ce que je propose, comme je suis contre la balkanisation monétaire, ce n'est pas que le Togo tout seul, le Gabon tout seul, le Tchad tout seul crée sa monnaie. Je dis, profitons des acquis de l'intégration régionale pour faire des avancées qualitatives du point de vue de la gestion de notre monnaie. Qu'on ait une monnaie plus en phase avec les fondamentaux de nos économies. C'est ça. Donc je crois que de façon tout à fait dépassionnée, nous pouvons, avec nos partenaires français, évoluer vers ce qui nous semble être notre destin commun. Et ça me conduit à la deuxième réponse. Pourquoi est-ce que nous parlons tous d'émergence et est-ce que c'est un concept creux? Non. Ce qui a changé entre aujourd'hui et il y a 55 ans, Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue ici à Libreville pour ce cadre d'échange. Et le thème sur lequel nous allons avoir échangé cet après-midi est assez évocateur. Il s'agit des relations entre la France, l'Europe et l'Afrique. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. J'ai plutôt deux contributions. Je voudrais saluer le nouveau bénévolat de la France dans les relations France-Afrique, comme vient de nous le préciser M. Giraud, mais je ne pense pas que le SIAM est philanthrope, et donc ce n'est pas du bénévolat. Il y a des intérêts. La première chose, je voudrais lever l'équivoque de la responsabilité sociétale des entreprises. Je suis membre de la société civile, j'ai travaillé comme cadre supérieur dans le secteur portuaire et maritime et j'ai démissionné il y a 12 ans. De 12 ans à maintenant, j'ai quitté le secteur portuaire. Le secteur portuaire est entre les mains d'un seul opérateur économique et qui aggrave aujourd'hui la cherté de la vie. Est-ce que la France a conscience que les prochains défis en termes de conflits qui pourraient rendre difficile la vie de nos amis français en Afrique résidera sur deux choses? Les monopoles déguisés, pour prendre l'exemple du secteur portuaire. La deuxième chose, les 13 000 milliards logés et qui pourront être la prochaine cible de Boko Haram pour faire justifier les dégâts contre les Français. Alors cette question s'adresse à l'ancien Premier ministre pour que la France commence à réfléchir sur une nouvelle forme, voir comment ces 13 000 milliards peuvent effectivement développer les travaux de transformation structurelle. Vous avez parlé des trains, vous avez parlé de routes, il vaut mieux ça, parce que sinon vous continuerez à avoir des bateaux pleins, la preuve 55 ans de relations, pour ne citer qu'un seul opérateur économique qui est Bolloré, il n'y a aucun Africain dans les navires au long cours. Et pour terminer, si vous permettez... On a précisé une question par personne. Je termine. Non, je suis obligé de vous interrompre. Non, pour terminer, sur la responsabilité sociétale... S'il vous plaît, cher monsieur. Cher monsieur, une question, s'il vous plaît. D'accord, alors sur la responsabilité... Vous ne poserez pas la deuxième, monsieur, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, je vous en prie, s'il vous plaît. Merci. Vous parlez de la mauvaise gérance des gouvernants africains et de l'opportunité que ces gouvernants n'ont pas pu saisir après le discours de M. Hollande à Dakar. Mais pensez, lorsqu'on parle de partenariat, forcément on voit un partenariat gagnant-gagnant entre la France et l'Afrique. Mais pensez-vous que depuis 55 ans, ce partenariat est vraiment gagnant-gagnant? Est-ce que vous le pensez vraiment? Parce que si vous dites que les gouvernants gèrent mal, c'est parce que depuis les 55 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est cette même République française et ses dirigeants qui font en sorte que ces mêmes mauvais gérants soient toujours là, parce que ça a leur profit. Et lorsque M. Étienne Giraud rebondit sur le fait que le partenariat il est gagnant-gagnant, parce qu'aujourd'hui, ils mettront en place un système sur la formation, peut-être parce qu'il a constaté qu'aujourd'hui... De réponse facile. On voit par exemple en France de plus en plus les mêmes acteurs acheter les uns après les autres, télévision, journaux, et avoir une sorte de monopole médiatique. Est-ce que c'est satisfaisant pour le citoyen? Non, c'est inquiétant. Donc je partage la préoccupation qui peut exister dans tel et tel secteur sur des monopoles déguisés. Ça participe des questions que les gouvernements africains doivent se poser et des réponses que collectivement les démocraties africaines doivent se poser.
Est-ce que c'est aujourd'hui une question qui s'adresse au gouvernement français? Je n'en suis pas sûr, à la vérité. Ça participe de la souveraineté africaine quand, dans le secteur pétrolier, il y a des situations qui ne sont pas satisfaisantes, il y a de nouvelles réglementations qui sont prises, de nouvelles législations qui sont passées. Voilà, les intervenants économiques français doivent s'accommoder de la souveraineté et des législations africaines. Aux Africains de déterminer quels sont les monopoles ou les non-monopoles qu'ils souhaitent mettre en place et ouvrir le plus possible leur économie. Ça participe d'un choix démocratique pour chaque État. Ce n'est pas le problème aujourd'hui du gouvernement français. Sur la zone franc, je crois vraiment, et je suis sincère, que le problème, ce n'est pas Paris. Le problème, c'est nous-mêmes. Peu de gens le savent, mais vous savez que le Cambodge, le Laos et le Vietnam étaient dans la zone franc. En 1950, après la conférence de Pau et la conférence de Paris, ces trois États ont décidé souverainement. Ils ont trop gagné, il faut qu'ils nous donnent un peu. Ok, ça je comprends. Mais, monsieur le ministre, est-ce que vous pensez que ces gouvernants peuvent vraiment faire changer quelque chose alors que la République française et ses dirigeants sont de connivence avec eux? Je vous remercie. Ma question s'adresse au ministre. Il a parlé de vision 2030. Ici, au Gabon, dans notre pays, nous avons la vision 2025. La question, c'est au niveau des termes même de l'émergence, en fait. Et M. Fokam disait, en fait, c'est un terme qui est creux. M. Fokam, c'est justement le concepteur de Afriland First Bank et le créateur aussi de Vox Africa, si j'ai bonne mémoire. Et pourquoi tous ces pays africains ont ce concept-là? Pourquoi ne pas parler, comme il disait, de prospérité? Afrique développée en îlot de prospérité. Pourquoi importer ce concept? Pourquoi avoir exporté ce concept et cette vision? La question du monopole déguisé. Et je crois que notre ami qui a posé la question est allé droit au but. Il estime que, concernant le domaine maritime, le groupe Bolloré a un monopole sur l'ensemble, ou bien la plupart des ports, notamment en Afrique francophone. C'est une question qui dépasse et de loin le continent africain. C'est une question qui se pose dans beaucoup de secteurs à travers le monde et qui n'a donc pas de